19h30, c'est l'heure de votre journal. Après une semaine très agitée dans le contexte de la réforme du RUAM, un protocole d'accord a été signé vendredi matin entre le collectif Agissons Solidaires, l'Éveil Océanien et le président du Congrès. Nous recevons ce soir Milakulo Tukumuli, porteur du projet de réforme pour l'Éveil Océanien et président de la nouvelle commission créée. On ouvre à présent notre page politique consacrée avec notre invité au projet de réforme du RUAM. Vous le savez, le texte a été contesté jusque dans la rue. Un protocole d'accord a été signé avec le collectif Agissons Solidaires. Mais avant de revenir sur cette actualité, d'abord cette réaction de Virginie Ruffnac du groupe Avenir en Confiance concernant la signature du protocole. Pour rappel, dans un communiqué vendredi, les loyalistes et l'Avenir en Confiance avaient salué la signature de ce protocole. On écoute ce soir Virginie Ruffnac au micro de Dave Wayonasson et Laura Chintu. La principale revendication des milliers de Calédoniens qui se sont mobilisés, à savoir le retrait du texte, n'a pas été obtenue. Donc on est retourné à la case départ avec une commission qui est complètement dominée à la fois par le président de l'Éveil Océanien qui a posé ce texte, qui devient président de cette commission. Et donc on redonne finalement aux mêmes ceux qui ont abouti à ce texte qui faisait tant désaccord. N'y a-t-il pas une récupération politique ? Écoutez, je ne pense pas que les milliers de personnes qui étaient dans la rue aient été manipulées, mais en tous les cas, ce que je constate, c'est que les négociateurs de l'accord ont signé uniquement avec les indépendantistes. Vous le savez donc, un protocole d'accord a été signé vendredi matin entre le collectif, l'Éveil Océanien et le président du Congrès. Mais arrêtons-nous quelques instants sur les communiqués échangés lors du blocage, alors que les non-indépendantistes fustigent la réforme proposée. Côté indépendantiste, la teneur de ces communiqués sont d'une toute autre nature. Ils considèrent qu'il y a là une manipulation politique de la droite et appellent ces militants, je cite, à s'organiser. Un désordre également dénoncé par l'Éveil Océanien. Dave Wayonasson qui nous explique tout. Hier, peu avant minuit, ce communiqué de l'Éveil Océanien adressé, je cite, aux donneurs de leçons. Un phonet pour désigner notamment les élus non indépendantistes avec cette question: qui est responsable du désordre, ou plutôt qui est irresponsable? L'Éveil Océanien qui considère que ce qui compte, c'est d'avoir apaisé les esprits et éviter une escalade inutile et perturbante pour les Calédoniens. En clair, le pire a été évité. À la veille de la signature du protocole, le bureau politique du FLNKS fait bloc et dénonce des manipulations d'une partie de la classe politique loyaliste et de leurs relais dans les établissements publics et sur le terrain. Sans ambiguïté, le FLNKS met en garde contre toute tentative de déstabilisation et appelle l'ensemble des indépendantistes à s'organiser. Le communiqué du Palika Centre ira plus loin. Au lendemain de la signature du protocole, une réunion est organisée à la fois pour s'informer sur les agissements actuellement orchestrés par une partie des loyalistes pour de la récupération politique et d'apprécier la situation créée pour une mobilisation forte. Le Palika Centre qui appelle également les militants indépendantistes à s'organiser. Milakulo Tukumuli, bonsoir. Bonsoir Laurence Porto. Tout le monde se félicite, vous l'avez entendu, du désamorçage du conflit dans la rue. Pour autant, les contestations sont nombreuses. On va tout de suite, si vous le voulez bien, les reprendre dans l'ordre. D'abord, pourquoi avoir attendu que la colère gronde et que le pays soit bloqué pour créer cette commission? Écoutez, déjà, j'ai envie de dire, pour commencer, que nous avons évité déjà que le pays s'embrase. Je pense que il faut le rappeler, parce qu'en tant que responsable politique, c'est notre devoir de préserver la paix. Deuxièmement, j'ai envie de vous dire que ça fait plus d'1 an et demi maintenant que nous travaillons sur le texte. Le texte a été déposé au mois de juin 2022 sur le bureau du Congrès et que nous avons créé un groupe de travail où il y avait l'ensemble des partenaires sociaux. Et on a évalué, retravaillé, et d'ailleurs le texte qui est là aujourd'hui sur le bureau du Congrès n'est plus tout à fait celui de l'Éveil Océanien. C'est celui qui a été porté par le groupe de travail. Le consensus a été trouvé. Il y a quand même des points sur lesquels il y a des désaccords, notamment sur le taux, 13,5%.
Mais de dire qu'il n'y a pas eu de concertation, c'est un pur mensonge. Cette commission créée, elle fait déjà l'objet d'une certaine colère d'une partie du monde politique. On dit 3 élus sur 54, si j'ai bien compris, l'ont créée, c'est-à-dire les 3 élus océaniens. Et dans cette commission, il y aura 8 indépendantistes et 5 non-indépendantistes. Donc déjà, on dit que l'équilibre est déjà troublé dans cette commission. Ben déjà, j'ai envie de répondre en disant que la commission n'est pas encore créée, parce que ce n'est pas un accord qui crée une commission. C'est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui a la capacité de créer cette commission. Ce sera le 20, la semaine prochaine? Ce sera le 20 mars. Je suis président de la commission permanente, donc il faut que dès demain, je dépose une proposition de délibération pour créer cette commission. On espère l'adopter donc le 20 mars. Donc ce sont les élus du Congrès qui vont décider de la création ou non de cette commission. Je tiens à rappeler qu'au final, quels que soient les groupes de travail ou le groupe commission qu'on va créer, au final, ce sont les élus du Congrès qui vont voter ou adopter le texte. Et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il y a une majorité claire qui s'est dégagée, et c'est la même. Elle ne bougera pas. Alors demain, votre présidence à cette commission, elle va être discutée le jeudi 20. Pourquoi vous êtes de facto président? Alors ça, c'est l'accord qui a été trouvé. Et puis on verra, lorsque la commission sera créée, les élus, en tout cas ceux qui composent la commission, décideront qui sera le président. Oui, Calédonie Ensemble a dit cette semaine que la seule autorité habilitée à constituer une commission spéciale, c'est le Congrès. Bien sûr, c'est ce que je viens de vous répondre. D'accord. Pourquoi avoir exclu les rouleurs de cette commission? Je pense notamment à Christophe Ramadi, qui a dû ranger ses camions, certes, mais également n'a pas pu participer aux négociations. Je crois que vous êtes mal renseigné. Nous, tout ce qu'on a demandé dans la journée de jeudi, parce que ça s'est passé jeudi, c'est que nous ne discuterons pas tant qu'il y aura le boulevard Vauban bloqué. Et concernant la présence ou non de M. Ramadi, que je compatis, ça, ce n'est pas de notre fait. Ce n'est pas nous qui décidons de la délégation de la gestion solidaire. Donc revenons sur le texte en lui-même. D'abord, pourquoi ne pas l'avoir simplement retiré et repartir sur une page blanche? On sait déjà qu'il y a eu beaucoup de réunions, vous en parliez depuis août et tout au long de 2022. Pourquoi vous ne dites pas on repart à zéro? Parce que les problèmes du RUAM, on les connaît. On fait genre, on vient de les apprendre, mais on connaît depuis un moment. Moi, je suis arrivé dans les institutions avec mes collègues en 2019. J'entendais parler du RUAM. Donc je comprends que c'est un problème qui date d'il y a longtemps. Donc on connaît les difficultés du RUAM. Le pire, c'est qu'on connaît les solutions aussi. Donc il y a le rapport de l'IGAS qui est là. Hein. Moi, j'étais pas là. On va y revenir sur le rapport de l'IGAS, qui est plus large que le RUAM. Hein. C'est plus large que le RUAM, bien sûr. Les solutions, on les connaît déjà. Donc il faut un petit peu de courage politique pour les mettre en œuvre, simplement. On va revenir sur d'autres solutions éventuelles qui vous ont ou qui vous seront proposées. Vous avez vu, comme nous, les manifestants sont des patentés, des agriculteurs, des rouleurs dans la rue. Et pourtant, dans votre communiqué, l'éveil océanien, vous persistez à dire ce sont des riches qui se déguisent en pauvres. Pourquoi vous avez voulu, de cette façon, créer un clivage social sur ce blocage, sur ces manifestations C'est pas moi qui ai créé ce clivage social. Je rappelle, parce que tout le monde a personnifié la réforme en mettant un visage sur cette réforme, parce que le RUAM c'est très abstrait. Là on parle au fait de la préservation, au fait d'un système de solidarité. La protection sociale d'une manière générale et du RUAM en particulier. C'est de cela dont on parle. Le clivage, c'est pas moi qui l'ai emmené dans la rue. Et cet accord vient juste rappeler au fait que les difficultés dans notre pays, pour ceux qui l'auraient oublié, ils ne se règlent pas dans la rue, ils se règlent autour de la table. C'est ce qui s'est passé jeudi soir. Je crois qu'il faut s'en féliciter et tout le monde sort gagnant de cet accord. Le fait que les chambres consulaires soient intégrées aux discussions, ça vous satisfait? C'était une volonté des partenaires sociaux lors de la discussion jeudi soir. Je n'ai pas de difficulté à ce niveau. Je crois que plus on mettra de monde autour de la table, et plus on essaiera de trouver des consensus. Revenons sur ce problème des riches et des pauvres. Les bas salaires, on le sait, sont touchés par cette réforme, même si vous annulez les exonérations de cotisations. Vous triplez en tout cas les cotisations des indépendants pour beaucoup. Ça aussi, c'est une réflexion que vous allez examiner. C'est quelque chose sur lequel vous acceptez de revoir. Quelle est votre table de travail? Sur quoi allez-vous travailler? Écoutez, je crois qu'on a un changement de paradigme total qu'il faut avoir. Est-ce qu'on souhaite que les travailleurs indépendants aient la même couverture que les salariés contractuels et fonctionnaires? Nous, on répond oui. Il n'y a aucune raison pour nous que si cette catégorie d'actifs ait les mêmes prestations, qu'ils aient des taux de cotisation
différent. Mais entre 5 et 13, le cursus peut être modifié. Oui, mais vous savez, c'est pas que 5. Donc ils cotisent jusqu'à 9. Il faut déjà trier ceux qui cotisent à 5 et ceux qui cotisent à 9. Vous êtes prêt à renoncer à ces 13,5%? Mais je pense que d'avoir un taux unique, c'est pas le souci, c'est le taux qui pose problème. Et là, c'est confrontation d'idéologie entre le travail et la fiscalité. Est-ce que ça pourrait être sur la table des négociations, ce taux? Bien sûr, ça l'est depuis le groupe de travail. D'ailleurs, l'interpatronal, lors de la conférence sur les salaires, a brandi un dernier taux qui était celui de 9%, alors que pendant le groupe de travail, pendant ces 3 mois, elle est venue avec son taux à 5%, qui creuse le déficit non plus de 10 milliards, mais de 40 milliards. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme concession? Qu'est-ce que vous êtes prêt à reconsidérer? L'interpatronal demande notamment une augmentation de la fiscalité, par exemple la CSG, TGC, une réforme des prélèvements obligatoires. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes formellement opposé à cette... Vous avez refusé d'en parler dans les commissions, en tout cas vous avez nettement été opposé. Pas du tout. Je crois qu'on a déjà eu une augmentation de la fiscalité en juin 2022, l'année dernière. Et d'ailleurs, ceux-là même qui défendent, je pense d'ailleurs à Mme Ruffnac qui dit qu'il y a d'autres voies d'augmentation de la fiscalité. Je tiens juste à lui rappeler que l'année dernière, quand on a augmenté la CCS, une augmentation de la fiscalité pour sauver le RUAM, ils ont voté contre le texte. Donc à un moment donné, on ne peut plus y passer entre les gouttes, c'est soit le travail, soit la fiscalité. Les deux ? Je pense que c'est un mix des deux. Oui. Pour l'instant, vous ne vous attaquez qu'au travail. Non, pas du tout, parce qu'on n'arrivera pas à régler tout le problème. Il faudra à un moment donné parler de la fiscalité. Alors justement, à quand une réforme complète de notre système de santé? Pour l'instant, le RUAM n'est qu'une partie de l'iceberg. Bien sûr. Écoutez, il y a 3 manières d'agir. Soit vous agissez sur les recettes, soit vous agissez sur les dépenses, soit vous agissez sur la gouvernance. Ça, c'est le rapport de l'IGAS. C'est l'IGAS de 2018. Bien sûr. Les dépenses, elles augmentent de manière mécanique parce que la population vieillit, parce que les progrès de la médecine sont de plus en plus forts. Donc les dépenses de santé, elles augmentent. Les recettes, elles stagnent, elles ont même tendance à diminuer. Donc on creuse les déficits structurels et donc on creuse les déficits accumulés. À un moment donné, il faut agir sur les recettes, c'est le texte que nous nous proposons. Et là, oui, on peut faire évoluer le texte, je vous réponds à la question. Et on agira sur les dépenses également, il faudra. Dans un second temps, ou on peut l'envisager de façon concomitante? On verra en fonction des propositions que les uns et les autres apporteront à cette commission spéciale. Dans cette commission spéciale, vous dites également que vous allez vous intéresser aux études d'impact, vous allez demander des études d'impact de votre... Il y a déjà une étude qui a été réalisée, donc, et proposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'était au début de l'année dernière. Ils ont regardé votre réforme. Ils disent, je cite les conclusions, les effets de la hausse des cotisations sur les salariés et sur les travailleurs indépendants va amener une baisse du revenu net des travailleurs indépendants de 4 milliards jusqu'à 2025. Et au total, l'impact de la réforme sur les salariés devrait être à peu près nul sur l'ensemble de la période, donc jusqu'à 2025. La diminution du revenu d'activité des travailleurs indépendants devrait avoir un impact globalement négatif. C'est pas moi qui le dis, ce sont les experts. Ça va vous aider à travailler sur votre texte? Ça, c'est la dernière mouture du rapport de M. Sudry, parce que le premier rapport était totalement erroné. M. Sudry fait référence à la loi. Il estime que dans la loi, c'est écrit que les dispositifs des RBS et des secteurs aidés seront totalement supprimés. J'ai expliqué en long, en large et en travers à l'ensemble des partenaires sociaux, et ils le savent, que ces dispositifs sont anciens et qu'il va falloir les réformer. Mais si on regarde de plus près ce que dit l'évaluation, et puis les Calédoniens pourront apprécier, cette augmentation de 4 milliards risque de menacer 100 emplois de travailleurs indépendants. Si on fait le calcul, ça veut dire que 100 emplois par an, ça coûte 4 milliards. Donc un emploi, 40 millions par an. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de Calédoniens qui gagnent 40 millions par an, Madame Pourteau. Alors, on passe, si vous le voulez bien, aux questions Facebook. Pas de souci. Donc, première question de nos téléspectateurs. Je comprends que la réforme est nécessaire, mais avec un taux aussi élevé, comment ferez-vous pour compenser ceux qui devront arrêter leurs activités suite au doublement de leurs cotisations, même au triplement pour certains? Moi, je voudrais dire déjà et rassurer ce qu'on appelle les petits patentés. Aujourd'hui, la fiscalité calédonienne, elle vient compenser, donc elle vient payer à la place de l'ensemble des travailleurs indépendants. Les petits, les moyens et les gros. Nous considérons qu'il y en a certains parmi eux qui peuvent payer leur couverture d'assurance maladie. Et à ceux-là,
je leur demande une petite contribution. Les petits, il faut les protéger, parce qu'on les protège déjà. On se laisse un peu de temps pour déterminer qui est vraiment un petit travailleur indépendant. D'accord. Pourquoi ne pas proposer, deuxième question, de ne plus rembourser les petits risques, car c'est ce qui pèse le plus dans les déficits de la CAFAT, et par ailleurs assurer la gratuité des soins uniquement sur les gros risques pour tout le monde? Je crois qu'il faut regarder dans sa transversalité. Je crois que les petits risques, c'est important parce que c'est ce que j'appelle moi la prévention. Et je tiens à rappeler que la moitié des 25 000 travailleurs indépendants ne sont pas couverts sur le petit risque. Et donc, ils ne vont pas se soigner, pas faire de la prévention. Forcément, ça amène à un moment ou à un autre à un gros risque qui peut leur porter préjudice, mais aussi être très coûteux pour le RUAM. Troisième question, imaginez si tout le monde, si la réforme était appliquée, tout le monde pourrait travailler au black, ou certains mettre la clé sous le paillasson, ou trouver le manque à gagner déjà que l'économie est fragile. Vous n'avez pas peur effectivement de fragiliser une partie de cette économie, notamment des travailleurs indépendants? Je viens de répondre à la question en disant que la compensation sera maintenue pour les petits travailleurs indépendants. Le black, dans notre pays, il existe déjà. Oui. Donc il faut essayer déjà d'apporter des solutions à ces raisons. Pourquoi les travailleurs indépendants utilisent ce système-là, qui n'est pas sain pour notre pays, et de dire que le black il va augmenter, ça c'est une question de point de vue. Vous avez, parmi les dernières questions, vous avez une nouvelle réunion à Bourail, Oui. comme vous l'avez fait avec l'éveil océanien Oui. pendant toutes ces dernières semaines. Est-ce que vous allez la maintenir? Est-ce que vous allez changer votre discours en fonction de la commission, de la création de la commission? Oui, je pense qu'il faut quand même les continuer d'expliquer aux Calédoniens. Les Calédoniens l'ont demandé. Et je pense que ce ne serait pas malin de ma part d'annuler ces réunions. Bien sûr, les choses ont évolué depuis jeudi soir, vendredi matin, où il y a eu un accord. Donc ça fera partie des discussions que nous aurons avec celles et ceux qui viendront à nos rencontres mardi à Bourail. Vendredi, on sera sur Marais et jeudi à la fois. Donc la commission devrait être créée, en tout cas, elle sera proposée à la création jeudi 20 mars. 20 mars. Vous vous donnez ensuite un calendrier, vous allez jusqu'où? Vous donnez un an, 6 On mois? a mis dans l'accord qu'on se donnera jusqu'au 31 décembre 2023. Ça, c'est la date butoir dans l'accord. Encore une fois, c'est le Congrès qui va délibérer sur la longévité de cette commission spéciale. Donc le plus tôt on trouvera des solutions et collectivement on aura tous gagné. En sachant qu'il y a une échéance en 2024 politique, Pas sûr. pour étendre le... Pas sûr. Ça dépend. Moi je demande à voir si on arrive à maintenir les élections en 2024. Oui. Je vous remercie beaucoup. Merci Laurence Porto d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup.